Vous êtes sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Kiosque. Voici aujourd'hui notre sommaire. Tout d'abord, ces enfants en pleurs, dans des cages, accusés de déni d'humanité. Donald Trump a mis fin aux séparations des familles de migrants illégaux. Le président a braqué l'opinion publique. L'émoi a-t-il débordé les cercles habituels de l'opposition? Sa politique de tolérance zéro fonctionne-t-elle? Les Européens se déchirent sur la question migratoire. Un mini-sommet se tient ce dimanche pour éviter un fiasco la semaine prochaine au sommet à 28. Mais une entente est-elle possible? L'Europe est-elle coupée en deux? La question migratoire va-t-elle faire exploser l'Union européenne? Qui sera l'hyper-président turc? Élection anticipée risquée pour l'omnipotent Recep Tayyip Erdogan ce dimanche en Turquie avec de nombreux inconnus. Le président, au pouvoir depuis 15 ans, a-t-il ouvert la boîte de Pandore? Le pape François en Suisse pour les 70 ans du Conseil œcuménique des Églises, sorte d'ONU chrétienne. Cette ONG représente 500 millions de protestants et d'orthodoxes à travers le monde. Pourquoi le Vatican et les catholiques n'en font pas partie? Beaucoup de questions auxquelles vont répondre maintenant nos kiosqueurs. Nos kiosqueurs, les voici. Virginie Robert, chef du service international au quotidien français d'information économique et financière Les Échos. Avant cela, vous étiez leur correspondante à New York pendant 5 ans. Ariane Bonzon, journaliste française indépendante, chroniqueuse pour le magazine en ligne Slate.fr. Vous travaillez notamment sur la Turquie et le Proche-Orient. Vous avez été correspondante pendant 15 ans. Et enfin, Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, auparavant en poste à Bruxelles et en Asie du Sud-Est. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nivikata, parce que pour connaître les peuples, il faut d'abord les comprendre, dites-vous. Merci à vous trois d'être en plateau ici ce dimanche et merci à vous qui nous regardez. Merci d'être fidèles à Kiosque. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, vous nous écrivez comme toujours sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag le mot dièse Kiosque ou alors sur notre page Facebook. On vous y attend nombreux. Et on commence donc par ces images chocs des enfants enfermés dans des cages en pleurs et déboussolés. Ça se passe aux États-Unis, première puissance mondiale. En 5 semaines, plus de 2300 mineurs, parfois des tout-petits, ont été séparés de leurs parents, accusés d'avoir franchi légalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Libérer nos enfants. C'est un cri du cœur qu'on n'aurait jamais cru entendre en sol américain. Mais plus on en apprend sur ce qui se passe dans ces centres de détention qui longent la frontière avec le Mexique, plus la colère monte. Michael Garcia Boschnek est un des rares observateurs qui a eu accès à ces centres juvéniles. Il revient tout juste du Texas. Ce qu'il a vu est invraisemblable et il a du mal à comprendre comment les États-Unis ont pu en arriver là. They're in a caged chain link fence. Lights are on 24 hours a day. They have no toys, no activities, no games, no books, and they're alone, and they're utterly alone. Il dit que la séparation est non seulement cruelle, elle se fait souvent sans aucun préavis quand les parents s'absentent, le temps de répondre en cours aux accusations d'immigration illégale. Ils ne reçoivent pas d'explication non plus, mais qu'un simple dépliant, une page qui leur explique en anglais et en espagnol la marche à suivre pour éventuellement retracer les enfants. Ça pourrait prendre des semaines, des mois. Il n'y a aucune garantie. Ces cris et ces pleurs d'enfants sans papier qui ont été rendus publics ne sont en fait qu'un petit aperçu de la détresse qui se vit au quotidien. Alors, ces pleurs d'enfants, ces images d'enfants font appel à l'émotionnel. Ça parle aux tripes, ça parle... Voilà, est-ce qu'on est au-delà de la politique et est-ce qu'on est au-delà du « j'aime pas Donald Trump » Virginie. Alors, c'est sûr que c'est extrêmement choquant et extrêmement cruel ce qu'on voit. L'immigration, c'est un problème très compliqué pour l'Amérique qu'ils essaient de régler depuis des années sans jamais y parvenir. Il y a eu plein de tentatives en fait de régler la question, notamment avec les années Bush, où il y a deux pôles. Il y en a un, c'est il faut sécuriser la frontière, et l'autre, c'est aider à légaliser les migrants. Et ils sont tendus un petit peu entre ces deux extrêmes et ils n'y arrivent jamais. Alors là où on en est avec Trump aujourd'hui, c'est que lui, évidemment, son truc, c'est il faut sécuriser la frontière avant tout, légaliser les migrants. C'est
c'est pas son problème. Et donc, il a renforcé... Si on voit ces images aujourd'hui, c'est parce qu'en avril dernier, il a renforcé la Zero Policy... La politique de tolérance zéro. Voilà, c'est ça, la politique de tolérance zéro, où tout d'un coup, traverser la frontière devenait un crime fédéral, ce qui n'était pas le cas. Plus un délit, un crime. Voilà, un crime fédéral. Et du coup, les adultes qui entraient depuis avril aux États-Unis de façon illégale étaient immédiatement mis en prison et donc séparés de leurs enfants, puisque depuis 1997, il y a un arrêt qui fait qu'on ne peut pas mettre les enfants en prison, ce qui, Dieu merci. Mais voilà, et le résultat, c'est ça, c'est ces images extrêmement choquantes. Alors, ça a bouleversé l'opinion publique, ça a obligé Donald Trump à revenir un peu en arrière en signant son décret qui a arrêté la séparation des familles, et ça pose la question maintenant de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on revient dans le politique ? Parce que c'est ça la question. Bien sûr, là, ça a été très émotionnel. Le politique, ça veut dire arriver enfin à faire une réforme où on puisse laisser rentrer les gens sans commettre un crime contre l'humanité à chaque fois qu'il y en a un qui traverse la frontière, et puis trouver la solution pour légaliser petit à petit ceux qui sont là. Richard. Oui, je pense qu'au-delà de l'émotion, c'est éminemment politique pour Donald Trump. On a bien vu que son obsession, c'est d'envoyer des signaux très forts à l'opinion publique, d'abord américaine et aux opinions publiques internationales. C'est là-dessus que toute sa politique est basée, avec un deuxième temps qui consiste à essayer d'obtenir à chaque fois le meilleur deal pour les États-Unis, un deal souvent sonnant et trébuchant. On est absolument dans ce cas de figure. Il pratique une inhumanité officielle, on le voit avec ses enfants. Mais en même temps, le signal est extrêmement fort, il est sur toutes les télévisions, il apparaît comme à la fois l'homme capable de résister, de fermer la frontière, comme vous le disiez à l'instant, et le lendemain, en signant ce décret qui assouplit les mesures, d'apparaître capable d'humanité. Donc ce qui est absolument tragique, c'est qu'à travers une crise comme celle-là, à nouveau, Donald Trump réussit à imposer son tempo à l'opinion publique, aux médias, et je ne suis pas sûr, même si on voit la mobilisation très forte aux États-Unis, qu'il va en payer le prix politique, parce que ceux qu'on voit dans les images se manifester contre la politique de Trump, il y en a beaucoup d'autres qui, sans doute, malheureusement, l'approuvent. Est-ce qu'il y a quand même un dégât à l'image ? Parce que vous disiez à l'instant, Richard, que voilà, il signe son décret et puis il a de nouveau l'air humain, je vous paraphrase. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, et pour Donald Trump et pour les Républicains, à 6 mois d'une échéance électorale que sont les élections de mi-mandat, un gros dégât pour l'image ? On aimerait le croire, mais les derniers sondages montrent qu'il a une popularité gigantesque dans le Parti républicain, plus de 90%, ce qui est absolument fascinant pour nous. On a beaucoup de mal à le comprendre. Le problème, c'est qu'en face, les démocrates se débrouillent très mal, alors que les hispaniques, en plus, c'est leur constituency, comme on dit en anglais. Donc, lui, il appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire que chez les républicains, qui est composé essentiellement de personnes blanches, et c'est une population qui se rétracte aux États-Unis aujourd'hui, il y a un malaise, une anxiété face à ça, que Trump exploite systématiquement, et les élections venant, il en abuse à nouveau. Est-ce que les mois ont quand même dépassé le cercle classique de l'opposition à Donald Trump ? Est-ce qu'on est allé au-delà ? Je ne sais pas et je n'en suis pas sûr. Je crois que la difficulté pour quiconque veut se positionner contre Trump, c'est que, il est toujours possible d'être pris en défaut le lendemain parce qu'il est capable de faire une volte-face totale, et deuxièmement, il est le maître de la scène médiatique, et au fond, le message qu'il adresse aux États-Unis, on a vu dans d'autres dossiers, le message qu'il adresse au monde, c'est « tout se négocie avec moi ». Je suis celui qui décide, au fond, de tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est assez terrifiant comme message. Ça nous rapporte à ce qui se passe en Europe aujourd'hui, où la solution dure à la Donald Trump, elle est préconisée officiellement par des dirigeants européens. Et ça nous pousse à nous poser cette question. Est-ce que je voulais rebondir justement, à Ariane Schmitt pour aller dans le sens de Richard, ce qui est intéressant de voir, c'est que le problème, nous, Européens, on se dit, c'est à nous que ça arrive, tous ces malheurs, ces réfugiés, etc. On voit bien c'est les Américains, et puis aussi, mais pas seulement. Regardez ce qui s'est passé au début de l'année en Afrique du Sud. Ça a été exactement les mêmes problèmes. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment chaque pays arrive à régler les deux curseurs. Le curseur de la sécurité, disons, et puis le curseur de l'humanité. C'est ça, un politique. C'est arriver à ce que les deux curseurs, il n'y en ait pas un, sécurité maximum, humanité. Et c'est ça l'enjeu. Et ce qui est intéressant, si on prend un peu de recul, c'est de voir comment chaque pays, chaque nation, chaque homme politique va arriver à régler ça, puisque c'est quand même un problème au niveau
international, pas simplement européen, pas simplement américain. Et je prolonge, l'Afrique du Sud vraiment aussi a un problème depuis des années et essaye aussi de le régler. Et d'ailleurs, les États-Unis sont redevenus l'an dernier le premier pays de demande d'asile dans l'OCDE, des demandes en hausse de 26% l'an dernier. Auparavant, c'était l'Allemagne depuis 2013. Raison à ça, c'est les difficultés qu'il y a en Amérique centrale aujourd'hui, au Guatemala, au Salvador, qui fait qu'à nouveau, il y a beaucoup d'immigration. Enfin, beaucoup. Les nombres ne sont pas si extraordinaires que ça, mais ils reviennent alors que ça s'était tari. Pardon, parce que la oui, question, n'oublions pas qu'il y a des élections présidentielles au Mexique dans quelques jours et qu'on ne peut évidemment pas dissocier la posture de Trump de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Donc c'est un message qu'il adresse aussi aux Mexicains en disant de toute manière, quoi que vous fassiez, je ne céderai pas. Et est-ce que ça marche, cette politique de tolérance zéro? Est-ce que ça veut dire que les migrants vont peut-être, avec le risque, si pas d'être séparés, puisque aujourd'hui les enfants ne peuvent plus être séparés des parents, le fait est qu'ils risquent de se retrouver tous ensemble en prison. Est-ce que ça peut calmer les ardeurs? Alors ils ne peuvent pas être tous ensemble en prison parce que légalement, ils ne peuvent pas le faire. Donc là, ils essaient de trouver des solutions alternatives. Moi, je ne sais pas trop quoi vous répondre en fait là-dessus. Je sais pas. Je pense que ça peut précipiter éventuellement, si on a de la chance, une nouvelle législation. Simplement, dedans, il faudra quelque part, on finance le mur de Donald Trump si on va arriver à montrer un peu d'humanité par ailleurs. Ce qui est quand même... Et ce qui est son objectif, évidemment. Est-ce qu'il fait l'objet d'une bataille politique? Puisque cette semaine, Donald Trump doit rencontrer les Républicains. On en est où avec cette nouvelle politique aux États-Unis? Je pense que là, quand même, les Républicains sentent que c'est chaud. Les gens sont beaucoup réveillés dans les États, donc ils savent que les élections sont pas loin. Mais alors, ils ont un problème, c'est que leur président, finalement, est assez populaire dans leur rang. Eux, les élus, ne sont pas forcément autant. Donc, ils ne savent pas très bien s'ils vont réussir à capitaliser. On a pensé à un moment que les démocrates allaient vraiment remporter très facilement les midterms. On en revient un peu aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une bataille. Ça va être donnant-donnant. Il va falloir que Trump leur donne les moyens qu'eux gagnent leur siège. Ariane, vous vouliez intervenir? Non, Ah, pardon. Alors, buvez les paroles. J'ajoute une chose dont on va reparler, c'est que quand on parle de camps fermés en Europe, voilà ce que c'est un camp fermé. Ayons le courage de regarder de quoi il s'agit. Ce sont des grilles, des tentes, là des enfants à l'intérieur ou des adultes, mais c'est bien de ça dont on parle. Oui, les enfants séparés, les adultes... Ça, c'est autre chose. C'est un feu de critique cette semaine qui coïncide avec l'annonce du retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Si je résume, ce dernier ne serait qu'un repère de dictateur et un moyen à peine déguisé pour eux de s'en prendre systématiquement à la démocratie israélienne. Je paraphrase l'annonce qui a été faite cette semaine. Est-ce que c'est un coup dur pour le Conseil des droits de l'homme, ce retrait des États-Unis? Incontestablement, parce que de toute manière, c'est un coup dur au système multilatéral. Là encore, le message de Donald Trump, c'est que ça ne sert à rien de passer du temps dans ces arènes internationales qui, de toute manière, sont vérolées, parce elles ont un biais vis-à-vis des États-Unis et elles ont un biais vis-à-vis d'Israël. Donc, si vous voulez faire avancer les questions internationales, vous discutez avec moi. Le reste est accessoire. Évidemment que c'est terrible pour les Nations Unies, c'est terrible pour le Conseil des droits de l'homme en particulier et pour tous les mécanismes, notamment les envoyés spéciaux pour les droits de l'homme, les rapporteurs qui sont quand même au quotidien sur le terrain et dont la capacité à travailler va être diminuée. Et c'est un signal à tous les États qui ne veulent plus de ce multilatéralisme en disant « faites comme moi ». C'est toute cette question du nouveau désordre international. Bon, non pas qu'il y ait eu un ordre international avant, à ce point-là, mais enfin, il y avait des plateformes de négociation, il y avait effectivement... On a beaucoup espéré, après la chute du mur de Berlin, etc., qu'il y ait quelque chose d'autre qui se mette en place. Bon, il y avait une volonté d'un multilatéralisme. Et ça, c'est ce qui se passe là, c'est qu'avec toutes ces plateformes et le retrait américain, on peut craindre effectivement que maintenant, il y ait surtout des négociations bilatérales et que ces plateformes ne servent moins, quoi. Et c'est ça qui est dommage. En gros, l'argument des États-Unis, de l'administration Trump, c'est de dire que le Conseil devrait être réservé aux seuls pays méritants. Mais est-ce que les États-Unis, aujourd'hui, avec ce qu'on a vu cette semaine... Sont-ils méritants? Méritants? Ils le sont sans doute pas, en tout cas sur cette question, mais ils s'en fichent parce que c'est tellement facile pour lui. Il n'y a aucun intérêt économique avec ce Conseil. Il s'en débarrasse comme il veut. C'est de la propagande facile vis-à-vis de son électorat. Donc c'est absolument tout bénéfice pour lui de taper là-dedans. Il faut bien comprendre la conséquence que ça a sur le terrain pour tous ces rapporteurs de Nations Unies et également pour les organisations humanitaires. C'est-à-dire que quand un rapporteur va dans un pays, il doit être invité par ce pays. Et bien évidemment, le rapporteur
argue du fait qu'il est soutenu par la communauté internationale. Quand vous frappez à la porte d'une dictature, vous dites « je suis soutenu par la communauté internationale qui veut savoir ce qui se passe chez vous ». Désormais, les dictateurs de tous les pays pourront dire « écoutez, les États-Unis ne vous soutiennent pas, les États-Unis n'ont aucune intention de participer à tout ça, pourquoi voulez-vous que moi, j'y participe ?» Et puis il y a beaucoup de pays qui critiquent beaucoup les Nations Unies, le Conseil des Nations Unies. Donc ça met un peu de l'eau au moulin de ces autres pays aussi. Hein. Ils jouent le jeu un peu de pays non démocrates. Enfin, c'est ça qui est un petit peu problématique. Alors justement, on voit depuis quelques mois un Donald Trump parfois plus à l'aise avec un Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, qu'avec une Angela Merkel, l'allemande. Est-ce qu'il attaque les valeurs fondamentales des États-Unis en fait ? Ah bah certains le pensent et sans doute avec raison, mais on connaît mal les valeurs de ce président. C'est pas un mot qui va bien avec Trump, le mot valeur. Je pense que même c'est difficile à associer. C'est un homme extrêmement égotiste qui a une ambition personnelle très forte et il n'y a que ça qu'il dirige. Il n'y a pas de valeur associable à Trump, me semble-t-il. Je renvoie à un excellent papier du New York Times de ces derniers jours, qui c'était une analyse, et le New York Times disait, au fond, il n'y a pour Trump que la question du profit. Quel profit va-t-il tirer des négociations, que ce soit un profit monétaire, commercial pour les États-Unis ou un profit personnel? Les valeurs ne sont jamais son repère. C'était le New York Times qui le disait il y a quelques jours. Et puis on va terminer avec la presse américaine encore, avec cette une qui a beaucoup circulé cette semaine. Yanela, une petite Hondurienne de 2 ans, est devenue le visage de cette politique de séparation des familles de clandestins, même si elle n'a pas été séparée. Celle qui figure donc sur la couverture de Time que vous voyez là, minuscule face à Donald Trump, avec ce titre « Welcome to America ». Bienvenue aux États-Unis. Et l'incertitude demeure encore sur le sort de ces migrants qui ont été arrachés à leurs parents. Les États-Unis ne deviendront pas un camp pour migrants, affirmait lundi Donald Trump en agitant le spectre de la crise migratoire en Europe, car depuis la semaine dernière et l'épisode de l'Aquarius, c'est vraiment la crise à nouveau. Un mini-sommet européen se tient ce dimanche à Bruxelles. Convoqué une urgence, il est destiné à sauver le Conseil européen des 28 de la semaine prochaine. Et ça n'est pas gagné. Ce dimanche, il s'agit de discuter entre États membres, particulièrement touchés par tous les problèmes de migration, pays de premier et de second accueil. Il s'agit de voir si des accords tri ou multinationaux peuvent être trouvés pour mieux résoudre certains problèmes. Nous devons dire très clairement que les premiers ministres du groupe de Visegrad ne participeront pas au mini-sommet dimanche parce que cette réunion, du point de vue du fonctionnement interne et de la réglementation de l'UE, n'est pas claire. Le forum adéquat pour un débat est le forum du Conseil qui a lieu 4 jours plus tard. Nous ne sommes pas favorables au relogement des réfugiés et nous n'avons pas l'intention de participer à la réunion d'un tel groupe. Il s'agit de protéger les frontières extérieures, pas de diviser le problème parmi les nations européennes, mais de résoudre le problème en amont. Si quelques-uns en Europe pensent que l'Italie doit continuer d'être un camp de migrants, ils n'ont rien compris. Ici, c'est une de ces terres de la République où on vibre en parlant d'Europe. Beaucoup la détestent. Mais ils la détestent depuis longtemps. Mais vous les voyez monter, comme une lèpre, un peu partout en Europe, dans des pays où nous pensions que c'était impossible de la voir réapparaître, et des amis voisins. Ils disent le pire, et nous nous y habituons. Un jour, il dit qu'il ne veut pas offenser l'Italie, et le lendemain, il parle de lèpre. La vraie lèpre ici est l'hypocrisie européenne, et c'est l'hypocrisie de certains États qui repoussent les migrants à la frontière de Ventimille et donnent ensuite des leçons sur comment gérer les migrants. C'est la cacophonie en Europe. On se dispute. C'est plus que la cacophonie, c'est le désordre, la division et la probabilité d'une crise ouverte. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Viktor Orban prend la parole, qu'il justifie sa non-participation à la réunion de ce dimanche au nom des règles communautaire, en disant que c'est une réunion qui n'a pas été convoquée dans les règles par la Commission, on est quand même dans un truc totalement surréaliste. On parle d'un Premier ministre qui ne respecte pas les valeurs de l'État de droit de l'Union européenne, qui est sous surveillance de la Commission européenne pour ces raisons, et qui,
pour justifier sa non-participation, on appelle aux règles communautaires. C'est le piège absolu, c'est-à-dire c'est la malhonnêteté absolue qui est à la table des discussions. Est-ce que les malhonnêtetés aussi côté français, côté italien, dans les invectives qu'on voit d'ailleurs depuis la semaine dernière avec l'Aquarius? Malhonnêteté, c'est un énorme problème, c'est évident. Et le gros problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de politique européenne vis-à-vis de l'immigration, c'est ça. Par exemple, le droit d'asile, il n'y a aucune définition commune, il n'y a aucune procédure commune. Ne serait-ce que ça, si on arrivait à mettre tout le monde autour de la table pour décider de ça, mais ça n'existe pas. Alors c'est justement en discussion, ça fait partie du paquet asile en discussion. Alors l'idée aussi, c'est justement de mettre à l'amende éventuellement ces pays de l'Est qui n'acceptent pas leur quota, entre guillemets, de réfugiés. Mais disons, au-delà de la crise humanitaire, c'est une crise politique et une crise existentielle par rapport à l'Europe. C'est-à-dire, Emmanuel Macron a parlé des valeurs. Alors effectivement, et il a fait quand même une allusion à l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire qu'il se serait construite effectivement après la Seconde Guerre mondiale, enfin toute cette histoire-là, pour oublier toute cette période-là. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, là, il y a peut-être ça pourrait être un moyen de refonder l'Europe, cette crise-là. Et au contraire, ça risque d'être quelque chose qui va l'affaiblir et la diviser. C'est ce qu'on dit à chaque crise, en fait. Ouais, est-ce que ça va couler l'Union européenne ou est-ce que ça va l'obliger à se refonder? Écoutez, il vaudrait mieux qu'elle se refonde plutôt qu'elle ne coule. Mais est-ce qu'elle reste la question, c'est que ça risque d'être sur le plus petit dénominateur commun, parce que c'est tellement tendu aujourd'hui qu'on sent bien qu'on peut éventuellement se mettre d'accord sur quelques principes, parce que c'est peut-être là qu'on arrivera à trouver un accord, le respect de la vie... je ne sais pas, mais après, il faut aussi donner des gages sur la sécurité. Donc, il y a un moment où il va falloir que les Européens disent on s'engage à défendre nos frontières parce que c'est ce que les populistes veulent entendre. Donc, il faut qu'on arrive à faire passer ce message-là. Est-ce que c'est avec Frontex, en augmentant, en faisant passer à 10 000 le nombre de personnes engagées? En tout cas, il y a ça. Il y a une politique des frontières à avoir, et parce que c'est vrai qu'il faut qu'on puisse savoir qui vient ou pas chez nous et l'autoriser. Il faut qu'on réforme le droit d'asile, comme vous disiez, pour avoir une idée commune, encore un principe commun de ce que ça signifie, et de là avoir des règles que chacun puisse appliquer. On n'est pas du tout arrivé à le faire. Aujourd'hui, c'est les égoïsmes des uns et des autres. Simplement, il faut espérer qu'à l'issue de la réunion ce soir, au moins les idéaux soient mis en avant. Parce que si on ne veut pas une Europe unie qui fait face à cette crise, c'est vrai qu'on est tous très inquiets sur la suite. Mais là, on a une Europe qui apparaît comme coupée en deux. D'un côté, ces pays de Visegrad et ce qu'on appelle l'axe, cet axe, un mot qui rappelle quand même, vous évoquez l'histoire, qui rappelle une sombre page de l'histoire. On a l'impression qu'il y a ces pays-là d'un côté, que de l'autre, il y a les autres pays dont on ne sait pas très bien ce qu'ils proposent. L'Europe est coupée en deux. L'Europe est incontestablement coupée, plus qu'en deux d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas, je dirais, des pays qui refusent complètement tout. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même pas la majorité, fort heureusement. Il y a une sorte de marée qui ne sait pas trop bien quoi faire, et il y a des pays qui prennent des positions un peu offensives, comme la France et l'Espagne qui a accueilli l'Aquarius. Moi, je vois deux problèmes majeurs et vraiment structurels. Le premier, c'est que l'idée, avancée d'ailleurs par Emmanuel Macron, et soutenue par la Commission européenne, de sanctionner financièrement les pays qui refusent d'accueillir les migrants, ça me paraît impossible. Vous imaginez la situation où la Commission européenne, qui a déjà tellement de mal à avoir une crédibilité à Bruxelles, va s'adresser à un gouvernement, prenons la Hongrie, en disant « nous vous enlevons X millions ou dizaines de millions d'aides parce que vous ne recevez pas les migrants ». C'est absolument du pain béni pour Orban, qui va pouvoir dire à sa population « on nous enlève de l'argent pour ces migrants dont, de toute manière, vous ne voulez pas, même s'il y a eu un référendum qui n'était pas aussi net que ça. » Le deuxième difficulté structurelle que je vois, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a réussi en un an à passer du stade de pionnier européen à boulet européen. Aujourd'hui, il faut bien dire qu'il est isolé. Ça ne veut pas dire qu'il a tort. Ça veut dire qu'il lui devient de plus en plus difficile de trouver des alliés parce que quelquefois, il fait des erreurs sur la forme. Et vis-à-vis de l'Italie, très franchement, là, on peut ouvrir le débat. Il n'a pas été très habile. Donc, en parlant de Lèpre, par exemple, et en parlant d'hypocrisie la semaine dernière, vous faites référence à ça. Tout à fait. Donc, comment Emmanuel Macron va pouvoir maintenant nouer des alliances, ça devient compliqué. Et là, j'avoue qu'à titre personnel, je suis assez inquiet. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est un débat aussi de politique intérieure. Donc, c'était plus au pays, à la France, aux Français qui s'adressaient plus qu'aux Italiens, d'où la maladresse. Et c'est ça qui est aussi... Alors, l'avantage d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de prochaines élections à part.
Et les européennes, à part les européennes. Et ça va être sans doute un sujet de campagne. Et c'est ça qui va. C'est pour ça que on n'en est qu'au début. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on n'en est qu'au début et que ça va. Ça va être intéressant, mais ça risque d'être extrêmement. Ces élections ont lieu dans 6 mois. Est-ce que le risque, ça soit autant au niveau des solutions qui seront proposées là que du résultat des élections, qu'il y ait un glissement encore plus à droite, voire vers l'extrême droite en Europe à l'issue des élections? C'est pas impossible, hein. C'est un petit peu ce que beaucoup d'observateurs craignent. Il faut absolument... là, c'est un peu... On est obligé de sauter dans l'inconnu, là. Ce sommet aujourd'hui et celui de la semaine prochaine sont très importants si on veut conserver une identité européenne avec les valeurs qu'on lui prête. Donc, si on ne trouve pas les réponses qui rassurent les gens parce qu'ils ne veulent pas voir trop d'étrangers arriver chez eux, il y a ça aussi, quoi. Il faut aussi écouter ceux qui ont peur. Donc, il y a vraiment un donnant à faire. Et vous dites que c'est un boulet, Macron. Je pense, moi, c'est pas le mot que j'utiliserais, mais je crois que là, la diplomatie, c'est absolument maintenant qu'elle doit s'exercer. Et le jeu d'alliance va être primordial si on veut éviter cette dérive vers l'extrême droite. Les élections européennes qui auront lieu d'ailleurs dans 1 an, pas dans 6 mois, elles auront lieu au mois de mai 2019, au printemps de 2019. Quand même, il y a quelque chose, moi, qui me frappe, c'est la responsabilité des organisations humanitaires. Je crois qu'il faut avoir le courage de poser la question. On ne peut pas systématiquement continuer de dire que refuser d'accueillir ou que trier ou que renvoyer, c'est inacceptable, alors qu'on voit de toutes parts monter l'opposition et les scores des populistes. Là, je pense qu'il y a un débat qu'Emmanuel Macron doit avoir le courage de mener. On voit qu'il essaye, mais c'est compliqué parce que derrière tout ça, il y a quand même une difficulté. C'est qu'on ne sait pas renvoyer ceux qui ne sont pas éligibles à l'asile. Et donc, au fond, toute la politique actuelle ou toutes les tentatives, c'est d'empêcher ces gens de mettre le pied sur le sol européen, parce qu'à partir du moment où ils ont mis le pied, on ne sait pas quoi en faire. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Comme c'est le cas en Afrique. C'est ce que Macron, je pense, veut faire. C'est ce que Macron veut faire. Mais là, la difficulté, c'est comment vous faites accepter ça à des pays africains où vous allez créer des abcès. Parce que des camps fermés en Afrique, vous imaginez ce que ça veut dire en termes de mafia, de trafic, de problèmes. C'est déjà le cas avec les hotspots, comme on les appelle. Alors, le hotspot au Niger, c'est pas encore le cas, mais ça reste... il y a eu 3000, je crois, acceptations de dossiers, c'est très très peu. Si on crée de vrais centres fermés de sélection des migrants en Afrique, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers de gens, je ne vois pas quel pays africain serait prêt à accepter ça. Il y en a déjà des camps de fortune, si je puis dire. Oui. Moi, je me rappelle être allé au Soudan, vous avez comme ça quasiment une ville qui n'est faite que de réfugiés clandestins, quoi, qui essayent de descendre vers le sud. Mais je suis complètement d'accord sur cette histoire avec les ONG, les organisations humanitaires. Il y a un moment où il va falloir effectivement dire... Parce que ce n'est pas politiquement correct, si vous voulez, de dire, écoutez, attention, ne faisons pas trop ce jeu-là. Enfin, mais rappelons-nous ce qui s'est passé pendant les campagnes. Qu'est-ce qu'a fait Mme Merkel? Elle a accueilli à bras ouverts et elle se trouve maintenant en extrêmement délicate position. Parce qu'effectivement, elle a fait, c'est tout à son honneur, mais elle a accueilli à bras. Or, François Hollande, pendant la campagne, François Hollande, depuis alors évidemment le Parti socialiste, a essayé justement de ne pas faire ça. C'est-à-dire qu'il a été très critiqué, mais il a compris qu'il y avait quelque chose un peu difficile. Il ne fallait pas nourrir le populisme à cause de ça. Et résultat des courses, quand même, la France a réussi à renvoyer Madame Le Pen dans son camp. C'est-à-dire que nous n'avons pas été submergés par l'extrême droite, par le populisme. Et là, il y a eu, à mon avis, la façon dont l'équipe de Hollande a géré cette histoire des immigrés a peut-être joué un rôle. En même temps, Mme Merkel, elle a été la première à trouver une solution pour arrêter la vague de 2015 en négociant avec la Turquie. Et elle l'a fait toute seule, parce que vraiment, personne ne l'a aidée. Et ensuite, avec Macron, tous les deux, c'est eux qui ont mis en place l'Alliance Sahel, qui est aussi une arme très efficace, qui, j'espère, sera efficace, qui est celle de l'aide au développement. C'est-à-dire qu'on dit maintenant, on comprend les difficultés économiques, notamment en Afrique, et on va essayer de développer l'éducation, la formation, qu'il y ait moins de chômage des jeunes là-bas pour qu'ils aient moins la tentation. Ça, c'est très longue haleine, c'est très difficile à faire parce qu'en plus, c'est dans un contexte sécuritaire hyper compliqué, notamment au Sahel, qui est très, très dangereux, et ce qui fait qu'encore beaucoup de gens traversent. Mais elle a essayé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle-même est menacée et son gouvernement, elle aussi, elle est au bord de la chute. L'Union européenne, c'est 1,5 demi-milliard d'habitants à peu près. C'est une place mineure sur la carte mondiale des réfugiés.
Pourquoi c'est un tel problème en Europe? Si on regarde les chiffres, malgré tout, on parle souvent de masse de migrants, etc. Les chiffres ont beaucoup baissé depuis la crise migratoire d'il y a 3 ans. C'est un tel problème parce que les migrants n'arrivent pas dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Les pays confrontés à la crise des migrants sont peu nombreux. L'Italie en première ligne, la Grèce, l'Espagne, la France. Donc déjà, c'est tout le paradoxe. Ça ne concerne pas l'ensemble de l'Union européenne en termes d'arrivée. Or, la difficulté, elle porte sur l'arrivée de ces migrants. Où est-ce qu'ils arrivent? Comment on les sélectionne? Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des sociétés divisées. Ariane le disait. On n'a pas de consensus politique sur que faire aujourd'hui de ces migrants qui maintenant, 2016-2017, viennent essentiellement d'Afrique noire, puisque la vague syrienne est passée. Il n'y a pas de consensus politique, il y a même 2 points de vue très opposés, à mon avis beaucoup trop opposés, entre, disons, le point de vue humanitaire qui consiste à dire on doit accueillir, point. Voilà, c'est un devoir moral. Et ceux qui disent on doit rejeter, point, parce que c'est insupportable. Et là, il va falloir absolument politiquement trouver, je dirais, une autre voie que simplement ces 2 opposés. Pour conclure vraiment très rapidement, est-ce que là, plus encore qu'une crise politique, plus encore qu'une crise humanitaire, est-ce que c'est en fait un affrontement culturel au sein de l'Europe et un affrontement moral? Moi, je pense que la question se pose, parce qu'une des choses qui fait pourquoi ça pose problème en Europe, c'est qu'on a eu beaucoup de terrorisme en Europe ces dernières années, et que les opinions occidentales européennes ont été extrêmement frappées par ça, et que quand on voit arriver des gens d'une culture différente, d'une religion différente, dont les plus extrémistes se réclament d'un djihad et viennent tuer en France ou beaucoup au Moyen-Orient d'ailleurs, pas du tout, enfin en France, en Europe, mais aussi beaucoup au Moyen-Orient, évidemment que ça crée une terreur, et c'est là que ça devient plus civilisationnel. Mais là, il ne faut pas faire le jeu. Il faut pas faire le jeu des populistes pour ça. C'est un peu ce qu'on voit quand même dans nos différents pays. Quand on voit Salvini, la Ligue, oui, je crois. Et le Conseil européen aura lieu jeudi et vendredi. On verra ce qui s'y passera. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque sur TV5 Monde. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Virginie Robert des Échos, avec la journaliste indépendante spécialisée de la Turquie, Ariane Bonzon, et avec Richard Verly du Temps. La Turquie, justement, le président, l'homme fort du pays depuis 15 ans, Recep Tayyip Erdogan, se voit pour la première fois menacé lors d'élections générales anticipées qu'il a lui-même convoquées à la hâte pour ce dimanche. Celui qui voulait consolider encore son pouvoir doit-il désormais tenter de le conserver? On voit les enjeux avec Karine Henry d'abord. En quelques semaines, il est parvenu à galvaniser une opposition jusque-là dispersée. Il est passé du statut de trublion à celui de présidentiable, capable de rivaliser avec l'homme fort du pays. Muharrem İnce a la verve et la pugnacité qui lui font tenir tête à Recep Tayyip Erdogan. Ce dimanche, les Turcs se rendent aux urnes pour élire un nouveau président, mais aussi 600 députés. Lui est quasi assuré de terminer derrière Erdogan. Il pourrait même le menacer dans un éventuel second tour. Je promets aux mères que nous éduquerons vos enfants de la meilleure manière. Nos sols produiront en abondance et les cheminées de nos usines fumeront. Notre éducation sera hautement qualifiée. Nous serons libérés de la dépendance de l'étranger. La situation économique est catastrophique. Depuis le putsch raté il y a 2 ans, la livre turque a perdu 1/3 de sa valeur par rapport au dollar. L'inflation est galopante. Selon le président Erdogan, ces difficultés sont passagères. Il vient d'ailleurs d'inaugurer un nouvel aéroport à Istanbul. Et tout rentrera dans l'ordre, dit-il, s'il est réélu. Chaque voix que vous donnerez à l'Alliance du peuple sera comme un clou sur le cercueil de l'ancien système qui continue à produire des coups d'État militaires et des crises. Le 24 juin, chaque vote pour l'AKP garantira notre avenir. Pour l'élection présidentielle, ils sont 6 candidats. Pour les législatives, 2 coalitions ont été formées. 3 partis se présentent seuls. Le scrutin s'annonce comme le plus serré depuis l'avènement de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir il y a 15 ans. Partis d'opposition, associations ou simples citoyens se mobilisent pour surveiller les urnes et s'assurer qu'aucune irrégularité n'est commise. Ariane, est-ce qu'on pourrait imaginer Recep Tayyip Erdogan, l'omnipotent président turc au pouvoir depuis 15 ans,
ne plus y être au pouvoir. On en Écoutez, il a tout fait pour gagner ces élections. Hein. Il avait la main sur le calendrier. Vous savez que ces élections étaient prévues pour avoir lieu dans 16 mois, non pas maintenant. Donc il y a 2 mois seulement, il a décidé de ces élections, en ne laissant absolument pas le temps à l'opposition de s'organiser. Il a fait voter une réforme électorale qui effectivement lui permet en particulier de faire des alliances. C'est-à-dire qu'il a pu s'allier avec le parti nationaliste. Enfin bon, donc ça. Bref, il a fait une série de réformes qui normalement, devrait effectivement lui permettre de gagner. Alors, ce qu'il n'avait pas vu, c'est que d'abord, il y a eu vraiment un vrai mouvement, une vraie alliance. L'opposition était très disparate. Or, ils se sont tous mis ensemble, enfin presque tous, aussi bien des social-démocrates que des souverainistes de gauche, que un petit parti islamiste, que des ultranationalistes. Et ça, je pense que le président Erdogan n'avait pas du tout l'idée de ça. Donc, il se retrouve avec effectivement une coalition. Et puis, un homme, Ince, dont on peut voir la photo, qui est effectivement, finalement, un type qui s'est révélé assez redoutable tribun, qui est aussi allé un peu sur ses terres. Par exemple, il a présenté sa mère et sa fille voilées. Il a pris un peu le même langage pour certaines choses. C'est aussi un nationaliste, d'ailleurs. Hein. Donc, si vous voulez, c'est vrai que je pense que le président Erdogan n'avait pas anticiper Mais quels sont les scénarios alors? Parce qu'il y a la présidentielle, il y a des législatives aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, Erdogan, toujours président, mais perdre la majorité parlementaire, l'AKP qui perdrait la majorité parlementaire? L'inverse, rien du tout. Il y a beaucoup de scénarios, on a du mal à y voir clair. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, à minuit, j'espère, sans doute, on va avoir le résultat, on va voir la configuration du nouveau Parlement. Hein, parce que c'est une législative à un tour, proportionnelle à un tour. Donc là, on va avoir l'image. Et on va savoir si le président Erdogan est élu dès le premier tour ou s'il va falloir un second tour pour le 8 juillet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si jamais il n'a pas la majorité au Parlement, il y aura peut-être un effet d'entraînement le 8 juillet. C'est-à-dire que, comme il est un peu réputé pour être imbattable, si tout d'un coup on voit que non, finalement, son alliance n'a pas remporté la majorité absolue, ce qu'il recherchait, eh bien peut-être que le 8 juillet, les gens vont se dire, finalement, on peut peut-être essayer un autre ticket que Erdogan. Vous savez, l'électorat turc, en vérité, il est assez volatile. D'ailleurs, comment il ne peut pas être volatile le fait qu'il vote pour une alliance où il y a effectivement des sociodémocrates, des islamistes et des nationalistes, c'est quand même une drôle d'alliance. Donc, il ne faut jamais oublier cette chose-là. Et puis, une dernière chose qui est extrêmement importante, c'est que c'est dans les Kurdes, c'est le parti pro-kurde, je caricature, mais pas le parti pro-kurde qui va faire aussi la différence. Oui, parce les Kurdes faiseurs de roi. Voilà, faiseurs de roi, parce que si vous voulez, pour le parti kurde, il faut qu'il ait 10% au niveau national pour avoir des députés. Or, il peut très bien être majoritaire dans les régions du Sud-Est, mais s'il n'a pas 10% des voix au niveau national, eh bien, ces voix passeront au parti qui vient après lui. Et quel est le parti qui vient après lui en termes de sièges, si vous voulez, dans les régions du Sud-Est? C'est l'AKP. Donc c'est pour ça que l'AKP et puis Erdogan veulent absolument limiter la marge de victoire du parti pro-kurde, du Parti démocratique des peuples, parce qu'ils veulent récupérer les sièges que ce parti n'aurait pas s'il n'atteignait pas la barre des 10%. Donc on voit beaucoup d'inconnus, beaucoup de questions. On aura les réponses vraisemblablement dans quelques heures. Ce qui est vrai, c'est que Recep Tayyip Erdogan a toujours été élu aussi sur son bon bilan économique. La Turquie, ça allait plutôt bien. Là, on a un pays aujourd'hui qui est en surchauffe. À quel point ça peut jouer sur cette élection ? Alors en fait, le problème, c'est qu'on le sort, on verra qu'il est plus en surchauffe sans doute au 3e trimestre. Pour l'instant, il l'est toujours. La croissance, elle est extraordinaire. Ça a été plus 7,4% l'année dernière. C'est absolument fou. En même temps, les Turcs voient bien que les prix ne cessent d'augmenter. Ils ont une inflation à 12%. Les exportations marchent bien parce que la livre turque n'arrête pas de se casser la figure. Mais ça renchérit aussi pour eux le coût des importations et le coût de la vie. Donc, ils commencent à le sentir dans leur porte-monnaie. Les entreprises sont extrêmement endettés et plus la livre s'écroule, plus leur dette coûte cher. Donc
tout ça va contribuer à ralentir la machine économique turque et les observateurs sont assez pessimistes sur la fin de l'année et là on pense qu'il y aura même un déclin assez fort de l'activité. L'autre chose qui inquiète beaucoup les observateurs, c'est l'indépendance de la Banque centrale. On sait que Erdogan a dit à multiples reprises qu'il pensait que la voix du président devait être entendue par le gouverneur de la Banque centrale et ça déplaît fortement aux investisseurs financiers comme aux agences de notation. Souvent, on se dit, est-ce que l'économie emporte plus le quotidien, comme on vit, qu'un régime qu'on décrit depuis des années comme sur une pente autocratique. Là, dans ce cas de figure, Richard, c'est le choix aussi qui s'offre aux Turcs ? C'est le choix autour d'un mot qui est la confiance. Est-ce que la population fait encore confiance à ce leader qui est en place depuis 15 ans pour lui assurer son avenir et celui de ses enfants ? En réalité, c'est cela. Or, ce qu'on est en train de voir, c'est que la confiance n'est plus au rendez-vous. Puisque s'il l'emporte de toute manière, ce sera grâce aux réformes électorales qu'il a mises en place et qui lui permettent à son parti de récupérer des voix, comme vient très bien de l'expliquer Ariane. Donc, je crois que là, il y a une cassure, il y a la cassure de la confiance, qui est très importante. Et alors, par ailleurs, pour revenir quand même au cas européen, parce que ce qui se passe en Turquie a toujours des retentissements sur ce qui se passe en Europe, ce serait quelque part une ironie formidable que ce soit le peuple turc on avait classé la Turquie dans les régimes illibéraux, les régimes autoritaires, le peuple turc qui donne le signal d'un grand changement et d'un changement qui serait par conséquent démocratique et d'une alternance. Ce serait formidable. D'abord, ce serait un éloge à cette population qui a su réaliser qu'il fallait peut-être désormais se séparer d'Erdogan et ça entraînera à coup sûr une redistribution de l'échiquier politique importante en Europe, mais on n'en est pas là au moment où on parle. Je suis plus dubitative. Il a quand même un socle de 40% de vote dans la population à qui il a donné une nouvelle fierté, à qui il a fourni un nouveau roman national, tout un nouveau récit. Mais est-ce que ça ne s'épuise pas ? Alors, c'est là où l'économie pourrait effectivement jouer, mais il faut voir quand même aussi qu'ils viennent de traverser des années difficiles avec la Syrie. Ils sont dans une zone compliquée. Il y a eu pas mal d'attentats aussi bien du côté du mouvement PKK que de Daesh. Donc ils sont et puis il y a ce coup d'État. Il a quand même. Bon, alors on peut se poser des tas de questions sur ce coup d'État raté, mais il est quand même celui qui a réussi à en sortir. Il se pose en victime et tout son discours d'anti-puissance impériale, d'anti-États-Unis, etc. Ça fonctionne très bien parce que ça s'inscrit dans la continuité. C'est un autoritaire, mais en Turquie, il y a une tradition d'autoritarisme. Mais alors, comment vous expliquez le succès des manifestations de l'opposition ? Parce que ça fait 2 ans qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils ne peuvent pas... Il y a quand même une chape de plomb. Vous savez qu'il y a énormément d'arrestations, énormément de détentions de journalistes, d'avocats, d'étudiants. Et que là, effectivement, il y a une campagne électorale, il y a quand même une tradition. En plus, les Turcs sont des politiques. Hein, ça, on ne le sait pas, mais ils aiment la politique, ça les intéresse beaucoup. Donc, ils se sont... En plus... De plus, les médias sont assez fermés à l'opposition. Donc, le moyen de montrer son soutien, c'était d'aller dans ces grands meetings. Et cette question qui se pose, puisque que ce soit Erdogan ou que ce soit un autre qui soit élu à la tête du pays, ça sera un hyper-président. Il y a un an, un référendum qui va octroyer et qui va entrer en application dès le lendemain de l'élection. En admettant que Recep Tayyip Erdogan ne soit pas élu, ça sera ma dernière question. Est-ce que, et ça pose la question de ce régime autocratique, libéral, est-ce qu'il acceptera de rendre le pouvoir ? Alors, c'est très intéressant cette question parce que, effectivement, la réforme constitutionnelle va se mettre en place ce lendemain. Et moi, je ne sais pas si si jamais Erdogan ne devait pas être élu, est-ce que le prochain candidat va vraiment détricoter cette réforme constitutionnelle ? J'attends de voir, parce que c'est une réforme qui donne beaucoup de pouvoir. C'est encore plus qu'aux États-Unis. Il n'y a même pas de check and balance comme aux États-Unis. Hein. Il peut gouverner par décret. Alors, Erdogan, le pouvoir ? Ou est-ce qu'il va tenter de s'accrocher ? Parce que ça va peut-être redéfinir ce régime. S'il n'est pas élu, ça va être quand même compliqué pour lui de s'accrocher. En revanche, s'il est élu et qu'il a un Parlement qui n'est pas majoritaire, là, si vous voulez, il peut tout faire. Il peut nommer les vice-ministres, il peut nommer les ministres. Il n'y a pas de gouvernement responsable devant le Parlement. Il peut gouverner par décret. Donc, il y aura... Et là, ça risque d'être extrêmement tendu. C'est là où on pourra peut-être parler de dictature, parce qu'il va y avoir une confrontation entre éventuellement un Parlement qui ne sera pas à sa majorité et lui-même.
Et donc réponse dans quelques heures. On saura déjà s'il y a un second tour dans 2 semaines. Et s'il est élu, Recep Tayyip Erdogan, il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2028. On accueille maintenant avec nous depuis la Suisse Arnaud Beda. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Suisse Illustré et l'auteur de ce livre François seul contre tous, enquête sur un pape en danger chez Flammarion Enquête. Merci beaucoup d'être avec nous et bonjour. Vous avez suivi cette semaine vendredi le rapide aller-retour du pape en Suisse, du souverain pontife à Genève. On en parle avec vous dans un instant. Dès son décollage pour la Suisse, le pape François avait donné le ton de son déplacement. C'est un voyage d'unité, un désir d'unité. Accueilli symboliquement à son arrivée par 2 anciens fidèles gardes suisses, le pape a placé en effet sa visite en terre de réforme sous le signe de l'œcuménisme et de la fraternité chrétienne. Et ce n'est donc pas un hasard si sa première prière, il l'a réservée aux membres du Conseil œcuménique des Églises. Un conseil qui représente 350 églises membres à travers le monde, de mouvances protestantes, luthériennes, orthodoxes ou évangéliques, mais pas catholiques. Devant l'Assemblée, symbole d'une diversité chrétienne, le pape François a encouragé les croyants à marcher ensemble. Après tant d'années d'engagement œcuménique, en ce 70e anniversaire du Conseil, demandons à l'Esprit de revigorer nos pas. Nous nous arrêtons trop facilement devant nos continuelles divergences. Trop souvent, nous restons bloqués par une certaine lassitude et un manque d'enthousiasme. Nos différences ne doivent pas être des excuses. Pèlerin de la paix comme il se définit lui-même, le pape François s'est aussi entretenu droits de l'homme et droits humanitaires avec les autorités suisses. La Suisse, siège d'instance onusienne. Une visite éclair pour le chef de l'Église catholique avec dans l'après-midi une messe plus classique en français et en latin devant 41 000 catholiques. Arnaud, vous êtes avec nous depuis la Suisse. Ce Conseil œcuménique des Églises est une sorte d'ONU chrétienne née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Quel est son rôle et pourquoi le Vatican, qui représente à peu près la moitié de la chrétienté sur la planète, n'en fait pas partie ? En fait, c'est un peu 2 tiers, 1 tiers. L'Église de Rome et les autres églises, simplement parce qu'on est comme dans une petite entreprise et quand il y a un actionnaire majoritaire qui représente beaucoup trop de monde, il y a un déséquilibre qui s'exerce et c'est bien la raison pour laquelle l'Église de Rome ne va jamais, et en tout cas pas dans les années qui viennent, rentrer dans le Conseil œcuménique des Églises. Qu'allait faire le pape alors sur place ? On voit qu'il y a, que sont représentés là notamment les fidèles de la mouvance évangélique. Est-ce que le pape est allé essayer de fidéliser ses propres fidèles catholiques, éviter qu'ils partent vers d'autres mouvances ? Non, parce qu'on n'est pas du tout dans une logique de conquête de la part du pape François. Vous savez, la meilleure réponse, elle a été apportée dans la conférence de presse, dans l'avion du retour entre Genève et Rome. Et il a eu cette phrase tout à fait claire. Il a dit dans le mouvement œcuménique, nous devons retirer un autre dictionnaire, prosélytisme. Il ne peut y avoir d'écuménisme avec le prosélytisme, il faut être clair. Donc la meilleure réponse a vraiment été apportée par le pape lui-même. Alors, Genève est le siège de nombreuses organisations internationales. On peut citer l'OMS, le HCR, l'ONU. Est-ce qu'il y avait une teneur politique importante aussi dans ce voyage ? Non, c'était un voyage vraiment de dialogue, d'espérance, d'espoir. Il l'a dit lui-même dans l'avion, un dialogue d'unité. C'était vraiment d'abord un voyage au Conseil œcuménique des Églises qui répondait certes ensuite aussi à une invitation de la Confédération suisse et de la Conférence suisse des évêques, raison pour laquelle il y a notamment eu cette messe à Palexpo qui a rassemblé à peu près 40 000 personnes. Alors, côté suisse, il y a un coût financier, notamment pour l'Église, mais est-ce que c'était important que le pape retourne en terre helvétique ? Et notamment dans la cité de Calvin. Oui, alors évidemment, il y avait une symbolique très très forte. C'était Paul VI était venu en 69, Jean-Paul II était venu en 1984. Donc ça faisait de nombreuses années qu'un pape n'était plus venu à Genève ni en Suisse. Donc évidemment, ça avait une importance pour les Suisses assez importante. Et si vous voulez, il y a eu cette partie œcuménique, évidemment, et cette partie plus axée, plus destinée aux Suisses qui se sont quand même déplacés en masse à Genève. Alors, le pape a 82 ans, on l'a vu chanceler à 2 reprises, notamment pendant la messe qu'il a adressée aux catholiques. Vous l'avez approché dans l'avion, vous l'avez vu déjà plusieurs fois, vous le côtoyez, on peut dire, régulièrement. Comment se porte le pape ? Écoutez, à l'aller, dans le vol aller, il était dans une forme vraiment presque olympique, j'ai envie de dire. Il était très taquin, très décontracté, très à l'aise.
le soir, vous savez, nous étions tous sur les rotules, quand nous avons refait l'avion avec lui depuis Genève. Et lui était encore capable, après 82 ans, de donner une conférence de presse, de répondre à des questions. C'était une petite agape à Monseigneur Bétiou, qui va quitter les vols pontificaux pour devenir cardinal. Il nous a à peu près tous impressionnés. Alors oui, certes, il y a eu ce petit épisode, cette perte d'équilibre à Palexpo, mais ce n'était pas du tout un malaise, comme on a pu le dire, mais là, et puis il a simplement loupé une marche sur le podium, parce que si vous voulez, le trône était un peu trop proche de la première marche. Et en fait, on a l'impression sur les images qui sont très impressionnantes, il tombe sur les genoux, en fait non, il tombe debout. En fait. Et il est heureusement retenu par une personne à côté. Donc tout va bien pour le pape. Merci beaucoup Arnaud Bédat d'avoir été avec nous depuis la Suisse. Excellent dimanche et à très bientôt. Merci beaucoup. Ariane, que vous inspire cette visite du pape? Écoutez, moi j'ai beaucoup travaillé sur le Conseil œcuménique des Églises dans les années 80, en particulier pour leur position sur l'Afrique du Sud. Ils ont été vraiment je rappelle que vous avez combat. J'ai été correspondante en Afrique du Sud et ils étaient à tel point que les églises protestantes d'Afrique du Sud blanches en sont partis, tellement ils étaient aux avant-postes. Bon, mais il y a une petite chose. Pourquoi est-ce que l'Église catholique ne fait pas partie du Conseil œcuménique? C'est parce que l'Église catholique se voit en Église universelle. Ce qui est absolument l'opposé du Conseil œcuménique, qui est fait de tas d'églises. Et il n'y a pas cette idée chez les protestants, chez les réformés, chez les luthériens, d'église universelle. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans l'autorité avec un pape, etc., vous voyez, qui représente Dieu. Enfin, bon. Et c'est pas du tout le même fonctionnement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église catholique n'est pas dans le Conseil œcuménique. Elle se pense elle-même comme l'Église, si vous voulez, la seule Église, j'allais dire universelle, unie, indivisible. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce Conseil œcuménique qui est plein d'églises africaines, évangéliques, des petites églises, et qui étaient effectivement... Alors, vous dites c'est les Nations Unies un petit peu de l'Église, mais c'est un peu ça. Si vous voulez, il faut y aller quoi là-bas. C'est vraiment très intéressant. Moi, je trouve que le message du pape d'unité est très bienvenu. J'ai l'impression que ce pape, c'est un peu un lanceur d'alerte. Quand il a été élu pape, une des premières choses qu'il a fait, c'est d'aller à Lampedusa et de jeter une couronne à la mer et de parler du scandale des migrants qui mouraient en mer. Là, à un moment où l'Europe se déchire, voilà, c'est un message d'unité. Retrouvons nos valeurs, sachons nous parler. Et je trouve qu'il faut toujours être attentif parce que c'est intéressant et il colle vraiment à notre actualité. La question, c'est est-ce qu'il est écouté? Et on conclura là-dessus. Est-ce qu'il peut être écouté aujourd'hui de dirigeants politiques qui, à l'évidence, ne regardent pas du côté de Rome pour bâtir leur programme et bâtir leur campagne? Cela dit, au niveau des opinions publiques, quand même, sa stature permet de faire passer des messages. Et je crois que ce voyage, et il y en aura d'autres, a servi à ça. Et d'ailleurs, il en est sans doute très conscient lui-même, pour organiser 2 conférences de presse, pour garder le contact avec les médias. Il semble qu'il est extrêmement saisi de ce rôle, finalement, de repère, de référence qui doit être le sien, mais pour paraphraser le titre du livre de mon confrère, il est un peu seul contre tous. Oui, et y compris au sein du Vatican, ça serait un bon sujet pour un prochain kiosque. On retient. Je vous propose qu'on termine cette émission comme toujours avec la semaine de dilemme, la semaine d'actualité d'un coup de crayon. Qu'est-ce qu'il a retenu? On va regarder ça tout de suite ensemble. Et bien, évidemment, aux États-Unis, ces familles de migrants qui ne seront plus séparées, mais la politique américaine de tolérance zéro continue. Et cet enfant qui court donc rejoindre ses parents d'une cage à une autre. Emmanuel Macron et les Européens, mais Emmanuel Macron confronté à la crise des migrants. Aide-nous s'il te plaît. Appel à l'aide lancé depuis un bateau plein à craquer. Déjà, tu m'appelles Monsieur le Président, leur répond Emmanuel Macron. Référence à cet épisode cette semaine. Monsieur le Président a sermonné un ado qui a osé l'appeler Manu. D'un mot très court, Richard, on n'appelle pas un président Manu? Non. Non, pas dans une réunion publique comme celle-ci. Mais c'était pas vraiment une réunion publique, il passait dans la rue, donc il faut s'attendre à ce genre de choses. Je crois qu'il a plutôt saisi l'occasion habilement, ce qu'il sait très bien faire. Mais c'était pas la meilleure idée qu'il ait, je crois. On continue. Élection présidentielle en Turquie. Votre fauteuil, Monsieur le Président, j'espère qu'il est moelleux, réplique Recep Tayyip Erdogan. Lui en est-elle bien rembourré de bulletins? À voir dans quelques heures. Les Européens s'accordent au forceps sur la sortie du plan d'aide à la Grèce. La greffe a bien pris, on voit à peine les cicatrices, se félicitent l'Allemande Angela Merkel et le Français Emmanuel Macron face à un Grec appauvri et rafistolé. Et enfin, le Canada va légaliser le cannabis. Regardez le drapeau canadien où la feuille d'érable a été remplacée par une feuille de chanvre. Le cannabis deviendra légal le 17 octobre prochain au
Canada. Voilà pour ce kiosque. Merci à vous trois d'être venus en plateau, c'était passionnant. Merci à vous. Merci à vous qui nous regardez tous les jours, toutes les semaines, semaine après semaine, fidèlement aux quatre coins de la planète. Il nous reste une dernière émission avant l'été, ça sera la semaine prochaine, dimanche prochain. Alors je vous donne rendez-vous, soyez fidèles. Excellente semaine.